Bonsoir à toi, Nene Aïcha, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CNTV. Une occasion renouvelée pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les musulmans du Sénégal, mais également à tous les musulmans du monde. J'ose espérer que le Tchéré n'aura pas fait beaucoup de dégâts. Ça s'est bien passé pour toi? Oui, en tout cas. Pas trop de dégâts? En tout cas, à mes côtés, une personne s'est plaignée tout à l'heure. Bon, je m'en arrête là. Voilà. Ça ne veut absolument rien dire, hein, Abdoulaye. Alors, ce soir, Abdoulaye, nous parlons du basketball. Hein? Oui, et aujourd'hui, tu devras jouer le rôle de meneuse et moi, peut-être d'ailier, parce que nous sommes entourés par presque 2 mètres. Pour dunker, ce sera très difficile. En tout cas, alors, pour en parler, nous sommes avec Baba Tandian, le président Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Sauf que j'ai dû régler le sort du couscous en m'entraînant ce matin. Au moins, vous êtes entraîné, c'est déjà pas mal. Alors, à côté, nous sommes avec Pathé Keita, commissaire international FIBA, ancien joueur du Dakar Université Club. C'est bien ça? Vous allez bien? Oui, je vais bien. Donc, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs de CNTV. Voilà, bonsoir à vous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons essayer de faire le bilan quand même de cette participation, de cette bilan d'une campagne catastrophique parlant du basketball. En tout cas, le bilan de l'équipe nationale masculine de basketball au mondial de Chine a été plus que décevant, en tout cas selon certains. 5 matchs, 5 défaites. L'équipe nationale du Sénégal, président, était l'une des plus performantes en Afrique. Mais depuis quelque temps, on a noté quand même une décadence. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Oui, qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? C'est la question que je me pose personnellement. Tous les férus de basket se posent exactement la même question depuis l'arrivée de Maître Ndiaye et son équipe. Je voulais surtout dire à l'entame de l'émission que personnellement je n'ai rien contre Maître Ndiaye. Rien du tout, que dalle. C'est quelqu'un que je respecte. Mais en fait, je conteste sa façon de manager l'équipe, la Fédération sénégalaise de basketball. La Fédération n'est pas le Duc. Même si j'ai un respect pour le club du Duc, qui est un très très grand club, que peut-être lui ne s'en souvient pas. Avant de mettre mes billes, même au niveau de la fédération, à mon arrivée ici de France, j'ai mis mes billes au profit du Duc. À l'époque, le Duc jouait les championnats d'Afrique des clubs champions. J'ai dû participer à outrance, plus d'une dizaine de millions dedans, et s'il ne se rappelle pas, il n'a qu'à se retourner vers les archives. Et le Duc est un grand club, mais il a utilisé un peu la machine du Duc, croyant que un peu c'est la même chose à la fédération. Et or que la fédération ne marche pas comme ça. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'être sorcier pour faire fonctionner une fédération, quelle que soit votre attitude dans le sport. Moi, quand j'étais à la tête de ce basket, bien que j'étais en bisbille avec certains fédéraux, mais il m'arrive, et ça je le dis ici, ça je pense qu'une personne peut être témoin, c'est Larry Gueye. Tout le monde se connaissait mes rapports tendus avec Aya. Oui. Mais il m'arrivait moi de prendre mon téléphone le soir ou par personne interposée pour dire, mais demandez à Aya, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. À la réunion, ils vont me faire ça et ça et ça et ça. Parce que c'est pas parce que je sais jouer au basket que je suis chef d'entreprise que systématiquement je dois tout connaître. Donc, vous voyez, je me suis fait humble. Et c'est ça qui a fait que plus ou moins j'ai un peu réussi ma mission, même si elle a été écourtée et on va y arriver. Donc c'est le même problème que Babacar. Mais par contre, Babacar, lui, est venu comme un buffle et il pense qu'il peut tout régler, et or qu'en plus, il ne connaît rien du tout. Donc, et le problème qui se passe aujourd'hui avec l'équipe nationale du Sénégal, on l'a vu, depuis le début, ça fait 4 ans et demi que j'arrête de tirer la sonnette d'alarme. Faites attention, ce gars-là, là où il amène le basket, vous allez voir. Et aujourd'hui, nous l'avons vu, le basket là, le Sénégal n'a jamais été aussi mauvais sur le plan international. On n'a jamais été aussi ridicule sur le plan international. Pour la première fois, le Sénégal a pris 47 points devant le Mali lors de l'Afro-Basket de 2017 ou 2018, les éliminatoires. Et aujourd'hui, nous sommes beaux derniers. Et puis, ce qui est le plus grave, pour terminer, c'est que voilà un président qui ne se soucie guère un peu de son équipe. Parce qu'en fait, il faut que vos téléspectateurs sachent que Maître Ndiaye a fui la Chine. Il n'a pas assisté au match de classement contre l'Allemagne.
il était là au Sénégal. D'après les informations que j'ai, il était là au Sénégal. Et le dernier match contre la Jordanie, qui a été vraiment le match à scandale, parce que la Jordanie n'est pas connue pour un grand pays de basket. Normalement, j'avais même parié que le Sénégal allait laminer au moins de 40-50 points, puisque toutes les équipes qui ont joué contre la Jordanie a pris entre 30, 40 et 50 points. Alors, à ma grande surprise, je vois la Jordanie qui gagne le Sénégal, comme dit en Wolof, ñuy mbalak. Mais man, mbalak bobu nak man moma naxari. Daf man naxari bu nga xamé né. Mais en fait, quelque part, j'ai failli même avoir les larmes aux yeux parce que j'étais là devant ma télé, je regardais les joueurs, je regardais l'entraîneur. Je me dis, ces gens-là ne méritent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et Maître Ndiaye est en train de nous porter un tort incroyable. Et ça, moi, je dis, sur cet aspect-là que j'ai vu, cette fenêtre-là que j'ai vue ce jour-là contre la Jordanie, je ne le pardonnerai jamais à Maître Ndiaye. Alors M. Keïta, devant sa VAR, le président Tandja a décelé beaucoup de dysfonctionnements liés justement au fonctionnement du basket sénégalais. Est-ce qu'il a raison de dire qu'en réalité, Maître Ndiaye n'est pas la bonne personne qui doit diriger la fédération? Oui, bon, moi je pars d'une analyse. Je pars d'une analyse. Et puis on va un peu remonter l'histoire quand même. Parce que, bon, quand Maître Ndiaye prenait la fédération, je pense que c'était en 2015, bon, l'équipe actuelle, l'équipe nationale chez les garçons avait joué une Coupe du Monde récemment, avait joué le 8e de finale. C'est pratiquement le même effectif. Mais quand même, c'était des projets qui étaient bien pilotés, bien managés. Mais ce qui se passe depuis l'avènement de cette fédération, de cette nouvelle équipe, c'est qu'il y a trop de tâtonnements et de pilotage à vue. En 2017, je pense qu'on était dans des éliminatoires. On a été ridicule devant la face du monde parce qu'on a été battu par la Guinée, ce qui était une défaite historique. C'est avec le tâtonnement de Maître Ndiaye. On a été aussi laminé par le Mali, une défaite historique de plus de 40 points. Ce qui s'était passé, c'est pratiquement la même chose. On prend un coach qui n'est pas disponible, qui nous envoie son préparateur physique ou interprète. Là, on a failli ne pas. Je pense que cette année, on a eu un carton d'invitation pour participer à l'Afro-Basket. Pour cette année aussi, tout le monde s'attendait, même ceux qui ne sont pas du basket s'attendaient quand même à ces résultats. Et puis aussi, il faut que les gens ont l'habitude de faire évoluer leur discours. Cette fédération nous a habitués à ça. Souvent, il y a des objectifs de départ. Ils ont des résultats attendus. Mais au fur de la compétition ou après la compétition, ils se dérobent de leur objectif de départ. L'objectif de départ, c'est Maître Ndiaye qui l'avait dit dans un de ses sorties, c'est d'accrocher la première place, la place qualificative pour l'Afrique au JO. Ça veut dire l'équipe africaine la mieux classée. Il avait dit à défaut d'être parmi ceux qui vont jouer le tournoi pré-olympique. C'était ça les objectifs. Mais pour les objectifs, il faut les moyens. On ne peut pas quand même attendre à la veille d'une préparation, à un mois d'une Coupe du Monde et virer l'entraîneur. En fait, tout ce qui nous a porté tort, c'est d'abord ça, mais aussi la préparation ne s'est pas déroulée dans les meilleures des conditions. C'est ce que dénonçait déjà Viondoy sur ce plateau, ancien capitaine justement des mais Viondoy l'a dénoncé comme toute opération de communication et d'une manière malhonnête au niveau de la fédération. Certains quand même sont sortis pour quand même démentir les propos de Viondoy. Après, c'est le capitaine himself, Maurice Ndour, qui dans un post Instagram a confirmé toutes les dires de Viondoy, a même rajouté. Ça veut dire que rien n'était sérieux. Qu'est-ce qui a causé cette désorganisation? Tu sais, souvent pour des projets, certains font ça, certains font ça. Mais c'est les mêmes qui étaient au niveau du comité d'organisation de l'Afro-Basket, qui sont les délégués fédéraux pour la Coupe du Monde. Ce qui est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent à prendre au niveau du comité d'organisation. Aussi, il y a de l'argent à prendre au niveau de la délégation fédérale. Ça veut dire que l'argent est en train de tuer notre basket. Parce qu'actuellement, tout tourne autour de l'argent. Et Maître Ndiaye, on a l'impression qu'il est là pour enrichir un clan. Je dis un clan parce que souvent pour les compétitions où on peut gagner à peu près plus de 5 millions, c'est son clan. C'est son clan, on les connaît tous. Je ne vais pas citer de nom. C'est son clan
c'est ces gens qui sont souvent désignés délégués fédéraux. Pour les autres compétitions mineures, pour lesquelles peut-être on gagne des 300 000, 400 000, voilà, c'est les autres qui y vont. Ça veut dire que Maître Ndiaye actuellement est là pour gérer des intérêts crypto-personnels. Il est là pour enrichir un clan et non pour développer le basketball sénégalais. Alors il y a le style de management de Maître Ndiaye qui est décrié. Il a parlé de trop de tâtonnements. Alors pour la première fois de son histoire, l'équipe s'est séparée de son entraîneur à quelques jours d'une compétition. Alors, est-ce que c'est possible de préparer une compétition à seulement 20 jours Est-ce que ça reflète vraiment du monde du sport? Oui. Aïcha, moi, ce que je veux dire dans un premier temps, c'est mettre en se séparant de son entraîneur, Adidas, il y a un précédent. C'est-à-dire il faut revenir au tournoi du Nigeria au mois de février ou je sais pas, quelque chose comme ça. Les deux ne se parlent pas. L'entraîneur et le président ne se parlent pas. Et le président, et je me suis de le dire, parce qu'en fait c'est ce que je constate, il est assez faible d'esprit, qu'il n'aime pas la contradiction. Il n'aime pas des joueurs à forte tête. Moi, j'ai été confondu à des joueurs de forte tête, Mohamed Diop et tout ça, mais j'ai fait avec. L'entraîneur n'était pas d'accord avec son style de management. Non, l'entraîneur n'est pas d'accord. L'entraîneur doit respecter ce que non, il faut préciser, M. Tandian, que l'entraîneur, lors d'une fenêtre, il avait besoin de ces joueurs parce qu'il avait un quantum horaire à respecter pour aller au tournoi, qui était très important pour les qualifications de la Coupe du Monde. Les joueurs n'étaient pas venus à temps pour des questions de billets d'avion et autres. Il a dénoncé ça. Et d'une manière très courtoise, le ministre n'a pas aimé Matarba. Il a fait une sortie quand il recevait les joueurs pour leur remettre le drapeau. C'était même pas le lieu pour faire cette sortie. Le ministre Matarba. Après, comme le président, tout ce que le ministre dit, c'est ce qu'il... Voilà, il est de son côté. Lui aussi, il a fait après une sortie. Donc, c'est cette sorte médiatique de Adidas que le ministre n'a pas avalé, que le président n'a pas avalé par solidarité. C'est ce qui a fait que tout ça a été préparé. Nous tous, nous savions que Adidas, que ça soit tôt ou tard, il allait quitter. Je confirme ce que Pathé dit, mais c'est qu'il faut que les gens comprennent que Adidas, moi c'est quelqu'un que je connais, il a été mon entraîneur quand j'étais à la tête de ce paquet-là. Lui, Chersar et Tafagay, tous les trois ont été mes entraîneurs. Je connais tout le monde. Mais je dis encore une fois, un président n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un entraîneur. Ce n'est pas un président de dire prends celui-là, ne prends pas celui-là, non, celui-là, il faut le renvoyer parce que c'est une forte tête, parce qu'il me tient tête. Non, une fondation ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que d'après les informations que j'ai eues, c'est ça qu'il a voulu faire. C'est ça qu'il a voulu faire en écartant des joueurs comme Yann Dalmeda, Lamine Samb et même Maurice Ndour. Parce qu'en fait, ce sont les pétards un peu de la fédération. Mais c'est normal, dans chaque équipe, tu as des boosters. Alors, maintenant, il faut faire avec, et il n'a pas voulu faire avec. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est des gens, des moutons, des bénis oui, des gens qui sont là, voilà, tout ce qu'il dit. Comme tout son encadrement, c'est tous des larbins. Tous sans exception. Tout son encadrement serait larvé. Et tout son encadrement, il n'a qu'à vous dire. Parce que moi, je pense que le débat aurait été plus agréable si on avait un responsable comme Dembasek. Je le dis, je le salue au passage, un monsieur aussi que je respecte beaucoup, mais Dembasek qui est tout le temps dans les plateaux, parce que le président, on ne le voit jamais dans un plateau. Jamais dans les trucs de confrontation. Alors, et que moi, à l'époque, fouille me voir dans ma mais je n'envoyais jamais un vice-président. Mais depuis 4 ans et demi, ce que je disais à Dembasek sur un autre plateau, je dis, mais depuis 4 ans et demi, il n'y a que toi qui pars. C'est-à-dire que c'est toi qui pars au charbon. En fait, tu pars au charbon, tu ne maîtrises même pas le sujet. Tout ce que tu fais, c'est oui, tout ce qu'il dit, c'est... Mais et je dis, Dembasek, c'est quelqu'un qui a devenu dans ce basket-là. Et il le sait. Et il travaille pour ça. Mais je dis, Dembasek, tout est possible.
Mais si tu veux apporter quelque chose au basket, il faut du sang neuf. Arrête de suivre maître Lumula Waouh lol, parce que tu sais que tout ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, je dis que ce basket-là, maître aujourd'hui l'a tué, et on va rentrer un peu dans les chiffres, parce que maître, quand il prenait ce basket-là, il avait dit son argent, il ne le mettait pas. Je l'ai lu quelque part. Je ne me rappelle plus, mais je l'ai lu quelque part. Et lui, il dit, moi, je ne suis pas venu pour mettre mon argent. Et puis, il a beaucoup de chance. La chance que maître a, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. C'est que maître est arrivé, il a rencontré un certain Macky Sall, nouveau président de la République. Ce monsieur, non seulement a injecté énormément d'argent dans le sport et dans le basket en particulier, chose que ses prédécesseurs ne faisaient pas. Deux, ce monsieur est venu et en voyant cette espèce de Marius Ndiaye qui est un lieu de basket mais qui ne ressemble en matière de sécurité, il n'y avait rien, a construit un palais de sport sur lequel toute l'Afrique nous envie. Et d'ailleurs, nous tous, on s'est posé la question, mais ce palais de sport-là, n'est-il pas trop grand pour le basket sénégalais où on avait l'habitude de voir 2-3 000 personnes? Mais quelque part, le président a une vision beaucoup plus juste que nous tous. Puisqu'il a construit un truc de 17 000 places. Et le jour de la finale, il n'y avait pas 17 000 places. Et ça, j'aimerais bien aussi interpeller Demba Seck quand il disait qu'il a imprimé 14 000 billets. Mais 14 000 billets, il y a 25 000 personnes dans la salle. Alors je voudrais bien savoir, mais les autres là, comment ils ont fait pour rentrer? Et il y avait 5 000 ou 7 000 personnes dehors. Et ils avaient leur billet d'avion. Je dis leur billet d'avion. Non, mais je vais nulle part. Ils avaient leur billet pour rentrer. Alors donc, il faut que Demba Seck me dise, c'est 14 000 billets. Quand on fait 14 000 billets, on fait 14 000. Et puis en plus, je l'ai entendu dans une radio quand il dit, pour la première fois, on a numérisé les billets avec un code barre. Mais quand tu numérises un billet avec un code barre, mais il faut bien une machine pour lire ce code barre. Quelle machine ils ont installée à Arena pour lire ce code barre? Ça n'existe pas. Au contraire, on a parlé de double billetterie, on a parlé de tas de choses, de choses. Bon, c'est normal. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de failles dans l'organisation. Mais il y a énormément de failles, énormément. Et c'est pour ça que je dis que Macky Sall a donné un outil qui finalement a généré énormément d'argent. Ce que ces gens-là ont gagné comme argent, on va y arriver parce que les chiffres sont là. Et ça je dis, je suis curieux de voir. Quand eux, ils vont faire leur assemblée générale, qu'est-ce qu'ils vont produire comme chiffre? Parce qu'ils ont l'habitude de sortir 2-3 feuillets pour se dire qu'ils ont reçu ça et ça et ça et ça. Parce qu'ils ont eu énormément d'argent de l'État. Parce qu'ils l'ont dit 800 millions, plus les sponsors, plus Orange. Ça, il faut qu'on dise Orange a donné combien? Plus Nike. Parce que je sais, parce que j'étais là. Je connais à peu près Orange combien il a donné, combien il me donnait à l'époque. Je sais à peu près, dans un événement comme ça, combien Orange doit donner. Donc ça, il faut falloir qu'il le mette sur la table. Et en plus de ça, il faut que Maître nous dise... à FIBA hier, vendredi, avant de quitter, il est venu avec un chèque de 100 ou 150 000 $ qui était la participation du Sénégal au championnat du monde. Alors, il faut qu'il me le précise parce qu'on m'a donné l'information et je veux qu'il me donne la précision qu'il est bien venu avec un chèque de... Il a abandonné d'abord l'équipe là-bas, il a abandonné le navire pendant que le navire est en train de couler. Et il est venu en catimini, en flûte, avec ce chèque-là. D'après ce qu'on m'a dit, entre 100 et 150 000 $. Alors, ce chèque-là de 150 000 $, c'est réservé pour les joueurs, pour les entraîneurs qui ont qualifié l'équipe nationale du Sénégal, tels qu'Adidas et autres, ou bien ces 150 000 $ vont aller dans les caisses en perte et profit dont on ne trouvera pas la trace. Nous, on va le suivre. Ça, il faut que le maître comprenne que ça, on va le suivre avant d'arriver, de rentrer un peu dans les chiffres. Et là, il faudra véritablement aller sur le prétoire. Alors, M. Keïta, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais en réalité, est-ce que le Sénégal avait la bonne équipe, je dis bien la bonne équipe, et avait fait la bonne préparation pour avoir au moins un résultat assez satisfaisant, même si tel n'est pas le cas? Par rapport à l'effectif était bon. L'effectif était bon parce que pratiquement c'est le même effectif qui avait joué les championnats du monde de 2014. Qui avait battu la Pologne. Et qui avait battu, oui, on avait battu, je pense qu'on avait battu la Croatie, qui faisait partie des 10 meilleures équipes du monde au ranking. On avait battu aussi Porto Rico, Philippines, c'est par excès de confiance qu'ils nous ont battu sur le fil. Donc c'est le même effectif. À part Gorgui, mais aussi il y a quand même Maurice qui a pris quand même un peu de cran dans son jeu. Il y a aussi l'autre là, Youssou Ndoye. Donc le problème, c'était pas un problème d'effectif, c'était un problème de préparation.
il n'y a eu rien de sérieux dans la préparation. Ils vont venir nous dire, oui, on a fait des matchs d'entraînement. Ce n'est pas les matchs d'entraînement qui préparent une Coupe du Monde. Les joueurs ont dit à la fin de leur match qu'ils n'avaient plus de jambes. Oui, c'est ça. En fait, il y avait un travail foncier à faire, même avant de jouer les matchs d'entraînement. Ce travail foncier minimum devait durer 15 à 20 jours avant d'entamer les matchs d'entraînement. Mais on a vu qu'on a fait peut-être un travail de 2 jours, puis on est parti au tournoi d'Italie. En ce moment, les joueurs étaient là en vacances. Donc, c'est ce qui a causé que souvent on ne jouait que... Mais qu'est-ce qui a fait défaut? Pourquoi il n'y avait pas cette participation? Mais c'est un problème de sérieux. C'est un problème de sérieux. Cette fédération-là n'est pas sérieuse. Les intérêts du basket, le développement du basket n'est pas la préoccupation de cette fédération. Tout ce qui les intéresse, c'est les compétitions où ils peuvent gagner de l'argent. Il n'y a rien de sérieux. J'en veux pour preuve. Moi, je suis un président de club. Mon club évolue en 2e division. Actuellement, le championnat de 1re division, ça fait plus d'1 mois, personne ne joue. On ne nous avait rien dit. Je pense que le 2 septembre qu'on nous a envoyé un communiqué de reprise, alors qu'on ne nous avait pas envoyé un communiqué de suspension. Là, depuis 4 ans, on ne peut pas définir un horizon temporel sur lequel les compétitions vont se dérouler. Ça veut dire que physiologiquement, les joueurs ne tiennent plus parce qu'il y a des courbes de progression qu'ils ne peuvent pas respecter. Mais aussi, sur le plan financier, ceux qui dirigent la fédération, ce n'est pas leur problème. Parce que ceux qui sont à la tête de la fédération, leurs clubs sont entretenus par le contribuable sénégalais. Ceux qui sont à la tête, c'est les grands clubs qui sont gérés par des institutions. Mais pour nous qui sommes dans des clubs, voilà, je peux dire pour certains traditionnels ou d'autres, des clubs voilà, qui ne sont pas quand même gérés par des institutions, c'est un peu un problème pour nous. C'est un peu un problème pour nous parce qu'il y a les questions budgétaires à régler et autres. Ça veut dire que même pour l'instant, si on reprend le championnat n'aura pas de niveau. Parce qu'actuellement, tous les clubs ont arrêté. Pratiquement tous les clubs ont arrêté. Et certains clubs ont perdu des joueurs à l'intersaison parce que c'est entre 2 saisons. Certains sont partis mener le temps à l'étranger. Donc il n'y a rien de cette fédération-là ne se préoccupe pas du développement du basket. Comment se fait-il, M. Keita, permettez-moi de vous relancer, qu'une telle fédération que vous peignez tout en noir puisse rester là depuis pratiquement 2015? Non, ça veut dire, je vais vous dire une chose. Vous, si vous avez les poches pleines, que vous n'ayez aucun rapport avec le basket, si vous avez, c'est pas pour manquer de respect aux acteurs, mais ce qui s'est passé quand même est une insulte. Parce que on a vu pour la première fois un président se faire élire sans pour autant montrer aux acteurs un programme, leur montrer une vision. Il a bénéficié d'une situation, ça veut dire que la FIBA a envoyé des chronos et des ballons qu'il est parti distribuer au club, leur disant que j'ai travaillé. Eux aussi, un club qui est au fond du Sénégal, qui peine à avoir un ballon. Si tu viens le présenter 6 ballons, il croit que voilà, le président a travaillé, alors que c'est un don de la FIBA. C'est pourquoi il n'avait même pas besoin de faire campagne. Il y a eu des choses qui sont passées que la morale ne me permet pas de dire dans ce plateau, mais quand même, c'est ce qui s'est passé. Mais je vous dis qu'il y a des choses, si tu les fais, ça te rattrape. C'est ce qui est en train de se passer. Oui. Vous savez, ce que Pathé dit, je le confirme en fait. Il a fait le vide autour de lui, pas de candidat et tout ça. Bon, il voyait un candidat Tania, il a fait tous les moyens. Moi j'étais affilié à un club, puis curieusement pendant 4 ans je suis affilié. Et la dernière année, au milieu de la saison, je ne suis plus affilié. Les documents ont été soustraits, tout ça, machin. Mais or que bon, Maître a perdu un peu son temps parce que je n'avais nullement l'intention d'être candidat. Moi je dis, moi, basket, c'est fini. Mais par contre, c'est un produit qui m'a tout apporté, qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui, ce que je suis devenu. Et je n'entends pas lâcher un seul morceau si jamais on l'envoie à la dérive. Et c'est ce que Maître est en train de faire. Encore une fois, moi je dis ce basket-là, j'y ai laissé mon temps, mon argent, ma santé, parce que ce basket-là m'a donné le temps, l'argent et
tout ce qu'un homme peut espérer dans sa vie. J'ai tout eu à cause de ce basket-là. Et je dis pour ceux qui ne le savent pas, j'ai joué pendant 13 ans en France. Pendant 13 ans, 12 ans, je n'ai jamais payé de loyer. Je n'ai jamais payé d'électricité, je n'ai jamais payé d'eau. Je n'ai jamais payé un billet d'avion pour venir en vacances. Et pourtant, je venais en vacances. Tout a été pris par en charge en club. Donc, et ça m'a permis de rassembler de l'argent et de monter une entreprise. Et aujourd'hui, on est plus de 40 personnes dans cette entreprise-là. Et j'ai eu toutes les distinctions possibles dans ce pays-là. Les 3 présidents m'ont décoré. Diouf, Wade et autres. Donc, quand vous avez ça, vous ne pouvez pas lâcher. Moi, je ne sais pas du tout, il faut que les gens le sachent, je ne suis pas du tout intéressé par un poste quelconque au basket. Mais je dis tout simplement que si quelque chose ne va pas, je le dis. Si quelque chose va, j'applaudis et je le dis. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que rien ne va dans ce basket-là. C'est aussi simple que ça. Mais dites-nous, maintenant que le Sénégal on va dire que le Sénégal a touché le bas-fond, qu'est-ce qu'il faut un peu pour relancer la machine? Non, ce qu'il faut pour relancer la machine, moi je pense que ça va être l'une des dernières questions qu'on doit aborder pour ce qu'on appelle les solutions. Mais aujourd'hui, il faut dénoncer ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ce basket-là. Dénoncer un peu cette histoire de flux d'argent qui est en train d'être distribué partout. Utiliser cet argent-là pour tenir les gens. Ça peut déjà être une bonne chose pour relancer la machine alors. Hein? J'ai dit ça peut déjà être une bonne chose pour relancer la machine. L'argent aurait pu servir pour relancer la machine. Parce qu'en fait, nous tous, nous l'avons cherché à l'époque pour relancer la machine. Moi, je donne un exemple. Un fédéral, à l'époque, qui accompagnait une équipe nationale, Ayapuy a été le délégué fédéral des filles à l'époque, quand j'étais à la tête de ce basket-là, en championnat du monde à Prague. Mais grosso modo, elle a touché 2 millions 200. Aujourd'hui, ce qui était lors de l'Afrobasket, on parle de 18 millions. Ceux qui sont au niveau de la Chine, on parle de 7-8 millions. Donc, quelque part, il y a de l'argent, mais cet argent-là n'est pas utilisé là où il faut. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, on a plus de U18, on a plus de U16, U17, U18, U19. Aucune équipe de petite catégorie ne participe à une compétition. Et or que quand on sait que la petite catégorie, c'est un peu le soubassement de l'équipe nationale de demain. Parce que sinon, Comme c'est en train de se passer au Mali. Comme ce qui est en train de se passer au Mali. Le Mali a vachement investi dans la petite catégorie et ils sont partout. Sur le U16, U17, U18, ils sont à toutes les finales. Mais la preuve, le président de la fédération malienne a été honoré lors du congrès de la FIBA comme le président qui a le plus progressé son basket. Oui. Donc, et puis, pendant ce temps, notre président, Maître Babacar Ndiaye, a brillé par son absence. Parce qu'il savait que le congrès a lieu à tel jour, il a attendu le lendemain pour prendre l'avion pour partir. Quand il est arrivé, il n'y avait plus de congrès. Alors, comment voulez-vous avec ça que ce monsieur-là puisse respecter le Sénégal? Et puis le problème, président Tania, le problème, nous on n'apprend jamais de nos échecs, on ne fait pas de bilan. Pour l'instant, on avait organisé une partie de l'Afro en 2017. Il y avait 300 millions de nos impôts, parce que c'est l'argent du contribuable, qui ont été investis par l'État. Jusqu'à présent, personne ne peut te faire le bilan, alors qu'il y avait un journal qui était sorti pour une histoire de 100 millions. On étouffe tout, on n'en parle pas. Est-ce que ces gens-là vont faire le bilan de cet Afro-Basket 2019? On n'apprend pas de nos échecs. Par exemple, en 2017, l'objectif était de gagner. Je vais vous montrer comment les discours évoluent. On perd contre le Nigeria en demi-finale. Dans le feu de l'action, on tend le micro au président, qui accepte que c'est un échec. On l'a recadré. Il est revenu, il a changé de discours. Il a dit on était 4e la dernière fois, maintenant on est 3e. Alors que l'objectif de départ était de remporter Tant qu'on n'apprend pas de nos échecs, on ne corrigera pas, on n'avancera pas. C'est ce qui se passe. Même pour cet Afro de 2019. C'est vrai qu'il y avait un engouement, le président était content parce qu'il a vu son peuple communier autour d'un événement. Le président, c'est un homme politique, il est content. Mais l'objectif n'était pas de jouer la finale pour cet Afro-Basket. La finale, on l'a jouée en 2017 avec moins d'argent. Parce que là, quand on a... Et en 2010, j'ai joué la finale à Bamako avec un budget de
86 millions. Voilà, là le budget. 86 millions, hôtel tout confondu, tout compris. Et ici, ils ont eu près d'1 milliard. Moins 2 milliards de budget. Pour avoir le même résultat. Pour avoir le même résultat. En plus, à domicile. Et puis ils disent que c'est pas un échec. Dans un beau stade, le plus beau d'Afrique. Non, ça veut dire qu'il faut que les gens soient sérieux. Mais quelque part, M. Keïta, président Tandian, on le sait, le Sénégal a de la ressources humaines. Le directeur de la NBA Afrique, c'est un Sénégalais. Nous avons d'anciens internationaux qui ont brillé en NBA et dans les différents championnats européens. Prenons le cas de Boniface et tout. Mais vous, est-ce que vous n'êtes pas responsable de la situation qui vous pousse aujourd'hui à tirer sur le président Babacar Ndiaye, quand on sait que les acteurs du basket donnent l'impression véritablement de vouloir rester à la périphérie au lieu de venir se battre pour véritablement récupérer le basket? Moi, attends, je vais vous répondre. Le président Babacar ne jouera jamais de forte tête autour de lui. C'est moi qui te dis ça. Parce que la preuve, quand il a voulu que je vienne travailler avec lui, je lui dis avec qui? Parce qu'il voulait que je vienne, que je sois vice-président au Trésor. Je lui dis avec qui? Pas avec ces gens-là. Parce que ces gens, je les connais. Je connais leur capacité, je connais leur potentiel. Je lui ai même dit que ces gens-là, tu ne leur dois plus rien. Même s'ils ont été avec toi lors de la campagne de 2015, tu ne leur dois plus rien. Chacun, tu as eu à le désigner, il a gagné des millions. Maintenant, tu as fait 4 ans. Les 4 prochaines années, c'est pour construire un basket conquérant. Il faut dégager ces gens-là. On met en place la meilleure équipe. Toutes les compétences, d'où qu'elles soient, on les amène, on construit une bonne équipe. Tu as la légitimité, parce que tu connais les dossiers pour pouvoir prétendre avoir un autre mandat. Mais il n'était pas intéressé à travailler avec de forces têtes, parce que là-bas, il y aurait la contradiction. Le président aime être entouré de ces gens que le président aime appeler larbins, des bénis qui lui portent son sac, qui lui conduisent sa voiture. Je n'exagère pas. C'est ce qui se passe. Tout le monde le connaît au basket. Qui lui conduit sa voiture, après il leur désigne délégué fédéral pour leur donner des millions. C'est ça. Oui, mais c'est Pathé, moi je pense que ce que Pathé dit, c'est ça la réalité. Parce que si Pathé lui-même m'a approché, Pathé là, c'était l'ami intime de Maître. Quand moi j'étais en campagne en 2015, il était avec Maître. Je dis en Wolof, faut me gaskambo moudiar faut soulko. Dans la zone de Ziguinchor, pour te dire, parce qu'il maîtrise bien cette zone-là. Mais quand ce monsieur n'arrive plus à travailler avec Maître, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Et Maître, comme on dit, n'aime pas les quotas. Parce que lui, il est venu me voir au deuxième mandat de Maître. Moi, je ne conteste pas sa victoire. C'est mon président. Je le dis, tu es mon président. Je te critique parce que le gars est de Bahoul. Tu Bahoul, tu me le critiquer. Lui, il est venu me voir, il me dit, maintenant, président de Maître, tout ça, maintenant, à une condition. Maître, je ne vais pas lui dire l'ingaydef. Mais qu'il puisse nous permettre de nous dire quand ça, ce n'est pas bon, ça et ça et ça. Parce que tous les gens qui sont autour de lui, là, je les connais. Je vais citer tous leurs noms, un à un. Mais, par éthique, aujourd'hui, je ne le ferai pas. Et je dis, il faut les laisser, ces gens-là. Ils n'ont qu'à rentrer. Parce qu'ils étaient avec moi dans le basket. Je ne les ai jamais utilisés même pour remplir une feuille. Ils n'apporteront rien du tout à mettre. J'ai envoyé pour quelqu'un de lui dire. Maintenant, s'il veut travailler sérieusement, oui, moi je suis prêt à l'aider. Et je suis prêt même à mettre mes billes, mon argent. Parce que moi, je n'ai pas besoin de son argent. Moi, quand je voyage avec mon argent. Je dors avec mon argent dans les hôtels. Je peux l'aider dans... C'est tout ce que j'ai. Et je n'ai pas de dictat à lui donner, à lui dire. Mais, bon, il n'a pas fait. Et j'ai vu, il a reconduit les mêmes personnes. Et bizarrement, l'une des personnes qu'il a reconduit, il en a fait un délégué fédéral. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un délégué fédéral? Un championnat d'Afrique en Tunisie. Ce monsieur, qui parle très peu le français et pas du tout l'anglais, tu envoies un gars comme délégué fédéral. Il y a des réunions, dans les instances, il y a des prises de position. Et dans ces réunions-là, le président de la fédération sénégalaise n'est pas admis à être. Seul le délégué est admis à être. Parce que c'est lui le représentant, c'est lui le patron du basket sénégalais à l'étranger. C'est comme un ambassadeur. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait?
Après le championnat d'Afrique, d'abord pendant le championnat d'Afrique là-bas, il a créé un scandale là-bas comme pas possible. Comme pas possible avec les Tunisiens. Les Tunisiens, ils étaient écœurés. C'est une histoire d'hôtel. Le ministère a accepté de reprendre l'équipe du Sénégal et de loger dans un autre hôtel en payant. Et or que l'hôtel qui a été désigné pour l'équipe du Sénégal, où pratiquement toutes les délégations étaient dans cet hôtel-là, mais le Sénégal l'a boudé à cause de ces messieurs. Et pire encore, ces messieurs, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jouer un film porno. Je pèse bien mes mots, un film porno. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Attendez, s'il vous plaît. C'est important. C'est important. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Je ne rentre pas dans les détails. Mais en le faisant, il a rendu le Sénégal assez bas. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'avait pas sa place au niveau du basket. Et si Maître avait fait le vide autour de lui, aujourd'hui on serait là peut-être à travailler avec lui. Président, est-ce qu'on peut rester dans le cadre du basket, parler du baron orange avec les problèmes et les solutions? Mais ça n'est des problèmes. Oui, d'accord, mais ça c'est un autre problème qui ne concerne pas la vie du basket sénégalais. Mais si, ça fait partie. S'il vous plaît. Alors Pathé, pensez-vous aujourd'hui que ces dirigeants, pensez-vous vraiment que ces dirigeants vont tirer bilan quand même de cette participation, non seulement à la Coupe du Monde, mais aussi de l'Afro-Basket pour justement relancer le basketball? Moi, en tout cas, je le souhaite. Parce que je dis que le président, il est élu pour 4 ans. Parce qu'il a fait 3 ou 4 mois. C'est à lui de se ressaisir. C'est à lui de se ressaisir. Il a la légitimité, personne ne peut le contester. Quel que soit par ailleurs ce que je pense, moi, personnellement, de la manière qu'il a conduit à être président. Mais maintenant, c'est à lui de choisir. Moi, personnellement, je m'étais écarté, parce que j'ai tellement parlé. On s'est constitué en groupe pour un peu dénoncer, mais parfois tu es avec des gens, vous combattez une chose, alors que les intérêts ne sont pas les mêmes. Après, eux, ils négocient en douce pour comment faire partie de la fédération. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce que si je voulais y être, j'allais y être. Maintenant, c'est à lui de voir. Justement, est-ce qu'il faut ne pas être au cœur de l'action et non, ça ne nous arrange pas. Mais aussi, il faut que les gens, moi personnellement, quand on organisait la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde, j'ai été coopté au niveau du comité d'organisation à mon insu. J'ai vu le président, je lui ai dit que, attention président, on se connaît bien. On a été ensemble, il y a des choses que je n'accepterai jamais. Moi, mieux vaut m'enlever. Il m'a donné carte blanche sur tout. On a organisé, on a fait le bilan financier, j'étais avec la trésorière Mme Guérassi, je lui ai remis ça. Je lui ai dit que tel, ce sont des mogueurs. Ils ont fait ça. Mais c'est ces gens qui sont autour de lui. Je ne vais pas encore entrer dans ces histoires-là. C'est à lui de choisir. On l'a confié un basket. C'est avec, en tout cas pour les compétitions internationales, pour lesquelles souvent il adosse son bilan, c'est avec l'argent du contribuable. C'est à lui de choisir, qu'il sache que il faut une bonne équipe, il faut des compétences. Là où qu'elles soient, il faut qu'il aille les chercher. Mais les échecs n'ont pas, quand même, Keïta, les échecs n'ont pas commencé sur le magistère du président Babacar Ndiaye. Depuis quand l'équipe masculine de basket n'a pas remporté d'Afro-Basket? C'est important? Non, depuis quelle année? Non, je suis d'accord, c'est depuis 1997. Qu'on avait organisé ici au Sénégal. Mais sous son magistère, l'équipe féminine de basket a gagné un Afro-Basket au Cameroun. Oui, je suis d'accord. Mais alors, il y a quand même des points positifs dans sa... Jusqu'à présent, on ne sera jamais nihiliste. Oui. On ne sera jamais nihiliste. Mais moi je... Je veux revenir dans ce qui nous a conduit à gagner l'Afro-Basket 2015. L'Afro-Basket 2015, la préparation a commencé en janvier. Ce n'était pas avec la nouvelle fédération, parce que la nouvelle fédération était élue le 27 juin 2015. La préparation a commencé en janvier avec la nomination de Tafa Gueye comme entraîneur. C'est avec le CNBS. J'avais quelqu'un qui avait en charge le projet Reconquête du titre. Il s'appelle Gabriel Leprez, membre du CNBS, avec Pouy Faye, qui était DT du CNBS. On a pris le coach en 2015, on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Les objectifs sont là. Qu'est-ce que vous voulez?
Quels sont les moyens que vous demandez? Il nous a dit que je veux ça, je veux faire une tournée et tout. On a tout financé. Je veux que le regroupement se passe comme ça. Les gens ont tout fait, même la fiche technique. Avant que les gens soient là, l'équipe avait commencé à se préparer, avait joué le tournoi de Roumanie, le tournoi de Dakar était ficelé, la fiche technique était ficelée. Donc ils sont venus en 2 mois. On ne peut pas quand même préparer un afro-basket et le gagner en 2 mois. Ils sont venus, il y a une continuité, ils l'ont gagné. Mais pour les projets qu'ils ont conduits du début à la fin, souvent il y a des ratés. C'est ce qui se passe. Souvent il y a des ratés. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, je vous ai dit, s'il fait quelque chose de bien, on le dit. L'afro-basket de 2019, le Sénégal n'a pas gagné. Mais moi, personne ne m'a entendu critiquer Maître. Personne. J'ai vu le match. Les filles se sont fait harakiri. Seulement, il y avait un niveau. Les Nigériennes étaient plus fortes. Pas mentalement, mais étaient plus fortes physiquement. Et ça, Maître n'y peut rien. Il n'y peut rien. Mais peut-être que ça, c'était au directeur technique national. Si moi je dois attaquer quelqu'un sur ce côté-là, j'attaque le directeur technique national. Parce que c'est lui qui a mal préparé l'équipe du Sénégal. Comment ça? Un directeur technique national, c'est lui qui est responsable de l'équipe. Il est responsable de l'entraîneur national. Celui qui donne des objectifs, celui qui permet à l'entraîneur d'aller chercher les joueurs pour ça et tout. Mais le président, lui, il n'a rien à voir dedans. Sur ce côté-là, je dis, Maître n'a rien à voir dedans. Il a désigné des gens, donc ces gens-là ont mal fait leur boulot. Le directeur technique national a mal fait son boulot. Ce gars-là, il est dangereux pour le basket. Je vous le dis et je vous le redis et je vous le répète. Maguette Diop est dangereux pour le basket sénégalais. Maguette Diop, depuis qu'il est à la tête de cette direction technique nationale, eh bien, le basket a plongé le plus bas possible et on l'a vu. Avec le Nigeria, quand même, il faut dire, au-delà de l'aspect physique dont vous faites allusion, nous avons tous vu une équipe nigériane très forte, très conquérante, et dont la plupart des joueurs sont nés aux États-Unis et ont commencé à pratiquer le basket là-bas. Mais ça, on n'y peut rien. On ne peut pas inventer l'histoire. Ils sont nés aux États-Unis, ils sont nés à Kouloukoro, peu importe. En tout cas, ils sont là. L'entraîneur, les Nigériens, ils ont mis les moyens pour aller les chercher. Mais le Sénégal aussi aurait pu mettre les moyens pour aller les chercher aussi, parce qu'on a d'autres joueurs qui sont aussi bons, qui sont à l'étranger, un peu partout. On ne l'a pas fait. Et ce qu'on avait aujourd'hui, comme disent les vieilles marmites, on fait le job. On fait le job. Les Astou Traoré se sont fait harakiri. Mais ce n'était pas suffisant. Et moi, je dis encore une fois, il y a de la responsabilité du directeur technique national. Parce qu'en fait, ce monsieur-là, depuis qu'il est arrivé à la tête de ce basket-là, moi, je ne l'ai pas vu développer le basket. Je ne l'ai pas vu coacher des U16, U17, U18. Parce que c'est la base. Depuis 4 ans, on aurait pu, à partir des U16, U17, U18, en jouant des compétitions internationales, on aurait pu trouver de très bons joueurs, justement, qui peuvent cavaler. Parce qu'il faut courir, cavaler contre ces Nigériens-là. Mais on ne l'a pas fait. Je termine par s'il vous plaît. On ne l'a pas fait. Parce que tout simplement, ce monsieur ne s'intéresse pas au développement du basket. Lui et son patron, le Maître Ndiaye, ils ne parlent que reconquête du titre, championnat du monde, préparation Jeux. Vous allez le voir, ces jours-ci, il va dire, on demande à organiser les Jeux olympiques ici, le tournoi des Jeux olympiques. En fait, parce que ça, ce sont les moyens pour attirer de l'argent, des sponsors, de Nike, de Orange, de l'État et tout ça. Et cet argent-là, et après, il n'y a pas de contrôle parce qu'on ne sait pas où va cet argent-là. Et ce directeur technique national, a trouvé, sur le dernier Afrobasket, d'après les informations que j'ai eues, a trouvé quand même la prouesse de gagner plus de 20 millions ou 25 millions. Après les filles, il était parti que de faire mais il a trouvé le moyen pour dem Chine, parce qu'il fallait dem Chine pour pouvoir toucher un peu les primes de 5 millions et de 7 millions. Et quand vous le voyez derrière l'équipe des filles et des garçons, il a la main toujours, les 2 mains dans la poche, mais il ne sert à rien, il ne parle pas, et il dort dans un hôtel 5 étoiles, il bouffe aux frais de la République et il touche entre 20 et 25 millions. Mais moi je dis quelque part, il y a problème. Et tout cet argent qu'il a touché, moi je dis c'est indu, cet argent-là aurait pu servir un peu à, comme l'État ne finance pas les U16, U17, U18, U19, mais cet argent-là aurait pu servir justement pour envoyer ces gosses-là dans des championnats d'Afrique. Alors, Pathé, à vous entendre parler, ou bien même à entendre le président parler, on a l'impression que tout le mal tourne en fait autour de l'argent. Oui, moi je persiste que c'est l'argent qui est en train de tout tourner autour de l'argent maintenant dans le basket. Si tu as les poches pleines, tu viens, tu fais 1 an, 2 ans, tu n'as jamais fait d'instance. Avant, parfois, il fallait quand même, avant d'arriver à la fédération, faire les ligues,
avoir une certaine ancienneté au niveau des ligues et tout. Mais maintenant, il suffit de venir, tu as de l'argent, tu crées un club, 1 an, 2 ans, tu t'affilies, tu as de l'argent. Parce que parfois, il y a des gens, bon, c'est un milieu quand même parfois très vulnérable. Donc, il y a certaines qui utilisent ces vulnérabilités pour accéder à certains gens. C'est ce qui fait que maintenant, les gens ne font pas ce qu'on dit l'école de la fédération. L'école de la fédération, c'est les ligues. Tu passes par les ligues, tu as de l'expérience. Là, quand même, on te forge à servir le basket, tu viens à la fédération. Mais non. Maintenant, tout le monde vise la fédération. Parce que là, tu as peut-être la possibilité d'être désigné délégué fédéral pour gagner de l'argent. Encore que c'est un clan, je le dis, c'est un clan qui bénéficie des désignations qui donnent de forts rendements, qui bénéficie des désignations où il y a plus d'argent. C'est un clan, c'est le clan de Maître Ndiaye. Donc, si j'en viens à la relève, actuellement la relève n'est pas préparée. On ne participe pas aux compétitions U16, U18. La preuve, on a joué U16 au Cap-Vert, c'est pas loin. Le Sénégal. Non, les Africains ont joué, pas nous. Ouais, ben, voilà, la plupart organisée, c'est pas loin, on n'a pas participé. On a joué l'Afro-CAN, qui est réservé aux joueurs locaux, au Mali, c'est pas loin, on n'a pas participé. Pour la première fois, le Sénégal brille de son absence aux Jeux africains. Le basket n'est pas présent aux Jeux africains. Ça veut dire au championnat des clubs, d'Afrique des clubs, qui est un peu l'antichambre des championnats d'Afrique, on ne participe pas. Depuis l'avènement de cette fédération, on n'a participé à aucun championnat d'Afrique des clubs. U25, on avait participé au U25 en Côte d'Ivoire. Aucune fille de cette équipe n'a participé à l'Afro-Basket. Et pourtant, c'est cette compétition qui devait servir quand même de relève pour l'équipe nationale. Aucune fille. Maintenant, c'est des filles qui sont un peu dispersées aux États-Unis. En fait, les filles, quand elles arrivent en équipe nationale, elles n'ont pas quand même... Parce que l'Afrique, les compétitions africaines, c'est quand même une certaine mentalité, c'est un peu des habitudes que tu ne connais pas dans les grands championnats. Mais il faut au moins avoir l'habitude de jouer ce genre de compétition pour qu'arriver au niveau des seniors, que rapidement que tu t'adaptes. Mais on ne le fait pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relève. Il n'y a aucune vision, aucune politique. Tout ce qu'ils peuvent vous dire, c'est, voilà, on a gagné ceci en 2015, on s'est qualifié. C'est pas ça le basket. Le basket, alors, est-ce que le basket n'est pas en train de mourir un peu à petit feu? Parce que je parlais par là du basket local, on parle très souvent de manque d'infrastructures. Alors on se rappelle encore quand on était plus jeune, Abdoulaye, à chaque coin de rue, on avait des terrains de basket. Alors est-ce que c'est pas un réel problème ça aussi? Oui, mais c'est un problème. Mais là, je me rappelle qu'il y avait le président, comme il a l'habitude, lui, de créer des commissions. Je pense qu'il y a des commissions éthiques. C'est pour servir tout le monde. Il avait créé une commission infrastructure, je pense. Qu'est-ce qu'a fait cette commission infrastructure? Quel était le programme de cette commission infrastructure? Moi, quand il l'avait créé, moi je m'étais dit, voilà, ça pourrait être une bonne idée. Je m'attendais à ce que, parce que parfois d'un terrain à un autre, on voit un terrain qui est mal tracé, on voit des panneaux qui n'ont pas les mêmes distances et tout. Moi je me disais que c'était ça son idée, mais peut-être c'était pour servir quelqu'un qui était avec lui lors de la campagne. Donc on crée des commissions à tout bout de champ. Il faut aussi que les acteurs comprennent que le président les utilise. Il y a combien de commissions? J'ai vu une commission éthique, commission jeune, des commissions qui ne fonctionnent même pas. Mais c'est pour dire que Allah, maintenant on les a nommés quelque part. Vous savez, vous savez pourquoi le basket ne marche plus? Vous l'avez dit tout à l'heure, Aïcha. Vous savez pourquoi le basket ne marche plus? Parce que vous savez, le basket, le président, il donne des orientations et le directeur technique national fait le job. Il faut un très bon directeur technique national. Très très bon. Moi, à l'époque, quand j'avais mon directeur technique national à Dossano, il ne s'intéressait pas au voyage. Je ne l'ai jamais vu partir avec l'équipe nationale des filles de gauche-droite. Je l'ai vu voyager une seule fois quand on est parti au Mozambique. Mais il avait créé ce qu'on appelle le PAJOLIF, c'est-à-dire la détection des jeunes dans les régions. C'était ça son job. Il me demandait des moyens et je mettais des moyens à sa disposition pour ça. Mais vous avez un directeur technique national, celui-là qui est là en ce moment, Maguette Diop. Il ne s'intéresse pas à ça. Il n'a jamais dépassé Diamniadio.
depuis 4 ans et demi. Il n'a jamais été... Vous en avez la certitude, président? Oui, mais pour dépasser... Non, il va à Diamniadio, il va dépasser Diamniadio. Mais pour aller... je veux dire que un directeur technique national doit animer ce qu'on appelle un club, une région. Mais forcément, la presse fait le relais, nous le savons. Mais moi, je n'ai jamais entendu qu'il a fait ça. Ça, c'est déjà un. Et de deux, le pire des choses qui nous est arrivé, c'est le Sénégal. Je ne sais pas comment on a pu amener le Sénégal dans une compétition internationale avec les U19. Pour la première fois, en 4 ans ou en 5 ans ou en 6 ans. Et Maguette Diop a brillé de son absence parce qu'il était juste derrière l'équipe nationale qui était dans un tournoi ici à Dakar ou quelque chose comme ça. Maguette Diop tournait autour de ça. Il a abandonné les jeunes sur leur propre sort. Et vous savez, parce que là-bas, il n'y a pas d'argent. Parce que l'État ne finance pas les compétitions des jeunes. À la limite, il arrive à vous donner un billet d'avion, genre hôtel, tout ça. Mais il n'y a pas d'argent. Donc ça n'intéresse pas Maguette Diop. Et c'est pour ça que je dis, tous les responsables de basket, tous les présidents de clubs doivent tous crier leur ras-le-bol avec Maguette Diop. Parce que franchement, voilà quelqu'un qui a réussi à engranger énormément d'argent qu'il n'a jamais su gagner durant toute sa vie professionnelle. Et ça, moi j'ai les chiffres, mais je ne vais pas le dire. Mais le jour où il voudrait faire un débat avec moi sur le plateau, ici ou ailleurs, je suis prêt à le faire. Je lui donnerai les chiffres et les chiffres réels. Et il sait que j'ai des chiffres. Moi, ce qui m'a choqué quand les U19 sont partis jouer en championnat du monde, et il y avait le Mali. Mais ce ne reste que le Mali qui était là-bas déjà, sur nous deux condoles, sur nous nawle là. Mais nous devons sur le kharagne, même vous faites que ça, l'équipe là va être laminée là-bas. Mais non seulement aucun dirigeant n'est parti, aucun dirigeant respectable n'est parti, ils ont envoyé des gens, je sais pas, 2 ou 3 personnes qui ne savent même pas le pourquoi. Et les U19 étaient managés par un agent de joueur. Un agent de joueur qui était venu, qui avait 2 ou 3 joueurs à lui dans l'équipe. Et il était là-bas assis. Donc il finançait, d'après les informations que j'ai, c'est lui qui finançait, il achetait de l'eau, il achetait à bouffer, des sandwichs. Donc il décidait qui jouait.